Si vous écoutez cette histoire depuis Lyon, Paris, Marseille, Sadalel, Montréal, Bruxelles ou une autre ville où les familles sourient encore à table pendant que les secrets pourrissent sous les nappes propres. Écrivez votre ville en commentaire et dites-moi une chose. Si toute votre vie reposait sur un mensonge, préféreriez-vous le découvrir avant de mourir ou partir sans jamais savoir? Je m'appelle Éric Morel. En février 2021, j'avais 82 ans et je croyais connaître ma vie. C'est une phrase ridicule quand on la prononce à cet âge-là. À 82 ans, on pense que le passé ne peut plus changer. On pense que les morts sont morts, que les albophotos disent la vérité, que les dimanches en famille ont déjà livré leur sens. On croit que les trahisons appartiennent aux jeunes, aux couples encore debout, aux amants surpris dans des chambres d'hôtel, pas aux vieux hommes qui rangent leurs médicaments dans une boîte en plastique et parlent parfois à une photo dans la salle de bain. Je vivais toujours à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans l'appartement que Madeleine et moi avions acheté en 1974, quand Thomas était encore petit. Les murs avaient jauni, le parquet craquait au même endroit, près du couloir, et dans le salon, sur le buffet, il y avait 3 photos de Madeleine. Une d'elles en robe claire, prise à Arcachon en juillet 1971, une autre, le jour du mariage de Thomas, en mai 1992, et la plus cruelle, celle de 1964, où elle riait sans regarder l'objectif, comme aussi quelqu'un hors du cadre lui avait promis un avenir heureux. Pendant des années, j'ai cru que cet avenir, c'était moi. Madeleine était morte en novembre 2012. Un cancer du pancréas, rapide, brutal, sans élégance. Elle était partie en moins de 6 mois en me laissant les placards rangés, les factures classées, les carnets médicaux alignés dans des chemises bleues. Même sa mort semblait organisée. C'était son genre, Madeleine ne laissait jamais rien traîner. Pas une tasse, pas un reçu, pas une douleur. Je disais souvent qu'elle avait porté notre maison comme on porte une église, en silence, avec gravité. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'une église peut aussi être bâtie sur un crime. Le 18 février 2021, je suis allé à l'hôpital de la Croix-Rousse pour des examens de routine, rien de dramatique. Une prise de sang, un contrôle, quelques questions. Mon ancien médecin était parti à la retraite, remplacé par un jeune homme au visage trop lisse, avec une voix prudente de ceux qui ont appris à annoncer les mauvaises nouvelles sans salir leur blouse. Il feuilletait mon dossier, je regardais ses mains. Elles étaient propres, rapides, indifférentes. Note. À un moment, il m'a demandé: « Vous avez des enfants, monsieur Morel ?» J'ai répondu sans réfléchir. Oui, un fils. Thomas, il a 55 ans. Et 3 petits-enfants. Je me souviens très bien de son silence après ça. Pas un grand silence théâtral. Un petit silence, presque poli, mais il y a des silences qui ouvrent une tombe. Il a baissé les yeux vers le dossier, puis les a relevés vers moi. Il m'a parlé d'une anomalie congénitale notée dans d'anciens résultats de condamnata. Il a employé des mots médicaux, longs, secs, inutiles. Puis il a fini par dire, doucement, presque en s'excusant:
D'après ces éléments, Monsieur Morel, vous n'auriez pas pu avoir d'enfant biologiquement, pas naturellement. Je n'ai pas compris tout de suite. Ou plutôt, j'ai compris trop vite et mon esprit a refusé d'entrer dans cette pièce. Je l'ai regardé comme on regarde un inconnu qui vient de profaner une tombe familiale. J'ai pensé à Thomas bébé dans son berceau en 1966. J'ai pensé à son premier cartable en septembre 1972, à sa varicelle, à ses chutes de vélo, à sa voix d'adolescent qui m'appelait papa depuis la chambre. J'ai pensé au jour où il m'avait annoncé qu'il allait épouser Sophie. J'ai pensé à Lucas, à Manon, au petit Adrien. 3 petits-enfants qui portaient mon nom comme on porte une évidence. Et ce jeune médecin venait de poser une main froide sur tout cela pour me dire « impossible ». Je suis sorti de l'hôpital sans savoir comment. Je n'ai pas pris le bus. J'ai marché, il faisait un froid humide, un froid lyonnais qui vous colle au visage et entre dans les os. Je suis descendu vers les quais du Rhône, puis j'ai remonté lentement sans but comme un homme qui rentre chez lui après avoir appris que sa maison n'est plus sa maison. Dans ma tête, une seule phrase tournait. Ce n'est pas possible. Mais au fond, quelque chose répondait déjà. Si, c'est possible. C'était cela, le plus violent, pas la révélation elle-même. Le fait qu'une partie de moi, une partie lâche, enterrée, silencieuse, semblait reconnaître la vérité, comme si elle l'avait attendue depuis longtemps. Madeleine s'était toujours occupée des papiers médicaux, toujours. Les rendez-vous, les résultats, les classeurs, c'est les courriers. Moi, je travaillais. J'étais plombier, je partais tôt, je rentrais fatigué, les mains abîmées par les tuyaux, le dos cassé par les immeubles sans ascenseur. Elle me disait « Ne t'inquiète pas, Eric, je m'en occupe ». Et je la croyais, au Kamiechitis. Je l'avais cru parce qu'elle était ma femme. Je l'avais cru parce qu'aimer, c'est parfois signer des documents qu'on ne lit pas. Ce soir-là, je me suis assis dans le vieux fauteuil du salon, le même fauteuil où Thomas, enfant, venait grimper sur mes genoux. Le même fauteuil où Madeleine s'était assise quelques semaines avant sa mort, enveloppée dans un châle gris, en me disant qu'elle n'avait pas peur. Je suis resté là jusqu'à la nuit. Les photos sur le buffet me regardaient. Madeleine souriait. Et pour la première fois, depuis sa mort, je ne lui ai pas souri en retour. Les jours suivants, j'ai commencé à enquêter sans dire le mot enquête. Je n'étais pas un détective. Je n'étais qu'un vieil homme humilié, un père qui ne savait plus s'il avait le droit de se nommer ainsi. Mais dans mes gestes, il y avait déjà la méfiance. J'ai ouvert les albums, j'ai sorti les boîtes. J'ai regardé les visages comme on examine des preuves. Thomas a 6 mois, dans les bras de Madeleine, avril 1967. Thomas a 5 ans, sur la plage d'Arcachon, août 1971. Thomas a 12 ans, devant le collège, septembre 1978. Je cherchais mon nez, mes yeux, ma bouche. Je cherchais une ressemblance comme un mendiant cherche une pièce sur un trottoir. Parfois, je la trouvais. Sa façon de sourire un peu de travers, peut-être. Son front, peut-être. Sa manière de froncer les sourcils.
Puis, l'instant d'après, tout disparaissait. Je comprenais que j'avais peut-être passé 55 ans à inventer mon visage dans celui d'un autre. Le dimanche 7 mars 2021, Thomas m'a appelé comme d'habitude. Il m'a parlé de son travail, de Sophie, de Lucas qui préparait un examen, de Manon qui voulait partir à Toulouse, du petit Adrien qui refusait de manger autre chose que des pâtes. Sa voix était la même, chaude, pressée, familière. Il m'a demandé « Ah, ça va papa ?» J'ai failli répondre non. J'ai failli lui dire « Ne m'appelle pas comme ça avant que je sache si j'ai encore le droit de l'entendre. » Mais j'ai dit « Oui, oui, ah si, ça va. » Voilà comment les familles pourrissent, pas toujours dans les cris, pas toujours dans les scandales. Parfois, elles pourrissent dans une réponse simple, dans un « ça va » prononcé par un homme qui est en train de s'effondrer. Pendant des mois, je n'ai rien dit. Mars, avril, yes, Yamariville, mai 2021. Le printemps est revenu sur Lyon avec son arrogance caudalien, comme si les arbres avaient le droit de refleurir pendant que ma vie, elle, se décomposait. Je sortais marcher le matin. Je descendais acheter du pain. Je croisais les voisins. Je répondais poliment. Personne ne voyait que je portais un cadavre invisible. Un soir d'avril, j'ai parlé à la photo de Madeleine dans la salle de bain. Je lui ai demandé « Tu savais ?» Évidemment, elle n'a pas répondu. Alors j'ai insisté plus bas. « Et Madeleine, tu savais ?» Ce fut la première accusation. Pas encore la preuve, pas encore le verdict. Mais l'accusation était née. Elle avait traversé la mort, le silence, les années de mariage, les souvenirs tendres, et elle était venue se tenir entre son visage figé et moi. Je voulais encore la défendre. Je me répétais qu'il devait y avoir une erreur, un dossier mal lu, une confusion. Un miracle médical, les hommes trompés sont souvent les derniers avocats de ceux qui les ont détruits. Mais plus je cherchais, plus le sol devenait creux. Madeleine avait tout su. Je ne pouvais pas encore le prouver, mais je le sentais dans l'ordre même de notre vie. Dans sa manière de contrôler les papiers, dans son silence. Dans cette perfection domestique qui soudain ne ressemblait plus à de l'amour, mais à une couverture tirée sur une scène de crime. Et moi, pendant ce temps, j'avais été le mari reconnaissant, le père fier, l'homme simple, qui rentrait du travail et embrassait l'enfant d'un autre sans savoir qu'on lui avait volé la vérité. Le 18 février 2021, le médecin ne m'avait pas seulement annoncé une infertilité. Il avait ouvert le cercueil de mon mariage. Et dedans, Madeleine n'était pas seule. Il y avait Thomas. Il y avait mon nom. Il y avait toute ma vie. Si cette histoire vous serre la gorge, abonnez-vous. Et écrivez en commentaire d'où vous écoutez, Lyon, Paris, Marseille, Montréal, Bruxelles, Genève ou ailleurs. Dites-moi aussi votre théorie. Madeleine a-t-elle trahi Éric par égoïsme, par amour,
ou parce que dans certaines familles, le mensonge devient une façon monstrueuse de protéger ceux qu'on détruit. Si vous écoutez cette histoire depuis Lyon, Paris, Marseille, Montréal, Bruxelles, Genève ou depuis une petite ville où les secrets restent enfermés dans les armoires des morts, écrivez votre ville en commentaire. Et dites-moi, une lettre trouvée trop tard peut-elle encore être une confession, ou n'est-ce qu'une lâcheté laissée en héritage? En octobre 2022, il pleuvait presque tous les jours sur Lyon. Pas une grande pluie violente, une pluie fine, grise, insistante, celle qui ne tombe pas vraiment mais qui salit les vitres et rend les rues plus vieilles. Depuis ma fenêtre, je voyais les façades de la Croix-Rousse se couvrir d'une lumière malade. Les passants marchaient vite et des hommes les épaules rentrées, comme s'ils transportaient tous quelque chose qu'ils ne voulaient pas nommer. Moi aussi, je transportais quelque chose. Depuis février 2021, je savais que je n'aurais jamais pu être père biologiquement. Je savais que Thomas, mon fils, celui que j'avais porté, élevé, grondé, embrassé, consolé, n'était peut-être pas mon sang. Je savais tout cela, et pourtant, je ne savais rien. Le médecin m'avait donné la première fissure, mais une fissure n'est pas encore un effondrement. Pendant des mois, je m'étais accroché à des hypothèses humiliantes. Une erreur de dossier, une exception médicale, une vérité mal comprise. Je voulais croire que le monde avait fait une faute administrative plutôt que d'admettre que Madeleine, ma Madeleine, avait pu faire de ma vie une pièce montée autour d'un mensonge. Et puis, un mardi d'octobre 2022, j'ai ouvert l'armoire de la chambre. Je ne l'avais presque pas touchée depuis la mort de Madeleine, en novembre 2012. 10 ans. 10 années pendant lesquelles ces manteaux étaient restés pendus comme des silhouettes sans corps. 10 années pendant lesquelles ces foulards dormaient dans un tiroir avec une odeur affaiblie de lavande et de poussière. 10 années pendant lesquelles je passais devant cette armoire comme on passe devant une chambre d'hôpital fermée, en baissant les yeux. Ce jour-là, je cherchais des papiers d'assurance, rien de romanesque, rien de noble, une enveloppe de la mutuelle que je pensais avoir rangée au mauvais endroit. Je me souviens avoir déplacé une boîte à chaussures, puis une pile de vieux pulls que Madeleine n'aurait jamais accepté de voir froisser. Tout était encore ordonné. Même morte, elle continuait de mettre de l'ordre dans ma maison. C'est cela qui m'a frappé d'abord. L'ordre. L'ordre impeccable d'une femme qui avait caché le désordre le plus monstrueux. J'ai sorti une boîte en carton beige, fermée par un élastique fatigué. À l'intérieur, il y avait de vieux documents médicaux, des quittances, des papiers de banque, des factures d'électricité de 1989, des certificats que personne ne demande plus. Et tout au fond, sous une chemise bleue, il y avait une enveloppe. Une enveloppe simple, blanche autrefois, jaunie maintenant. Mon nom était écrit dessus. Éric. Pas mon chéri, pas Éric Morel, seulement Éric. L'écriture était celle de Madeleine, serrée, droite, disciplinée. Une écriture sans tremblement, une écriture de femme qui avait choisi ses mots avant même de mourir. Je suis resté debout devant le lit, l'enveloppe.
Hop, à la main, mes doigts tremblaient un peu, pas beaucoup. À mon âge, on tremble pour beaucoup de choses, le froid, les nerfs, la vieillesse. Mais là, ce n'était pas mon corps qui tremblait, c'était ma vie. Je suis allé dans la cuisine, j'ai posé l'enveloppe sur la table. J'ai préparé un café que je n'ai presque pas bu. La pluie glissait sur la fenêtre. Je regardais la cour intérieure, les poubelles, les murs, les plantes mortes du voisin, du troisième. Tout semblait banal. C'est toujours comme ça que les grands malheurs entrent dans une maison, sans fracas, pendant que le café refroidit. Je savais ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Je le savais avant de l'ouvrir. Et c'est peut-être pour cela que j'ai attendu presque 1 heure. Je me suis demandé si j'avais le droit de lire les mots d'une morte. Puis j'ai pensé, elle avait eu le droit de me voler ma vie, elle avait eu le droit de choisir à ma place ce que je devais savoir, ce que je devais ignorer, ce que je devais aimer. Elle avait eu le droit de m'enfermer dans un rôle sans me dire que le décor était faux. Alors j'ai ouvert. Il y avait 3 feuilles, écrites des 2 côtés, pas une rature, pas une phrase jetée, tout était posé presque calme. Cette maîtrise m'a fait plus mal que d'écrit. Madeleine n'avait pas d'écrit dans la panique. Elle avait préparé sa confession comme elle préparait ses dossiers, proprement. Elle commençait par mon prénom. Éric, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de te parler de mon vivant. Cette phrase aurait dû être une demande de pardon. Pour moi, elle fut une preuve. Elle avouait. Elle racontait avoir trouvé les résultats médicaux bien avant la naissance de Thomas. Pas en 2021, pas après coup, pas par hasard. Avant, dans les années 1960. Elle avait su, elle avait lu que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Elle avait compris ce que cela voulait dire. Elle avait pleuré, disait-elle. Elle avait eu peur de me détruire, peur que je me sente moins homme. Ces mots-là étaient dans la lettre. Moins homme. Je les ai lus plusieurs fois, je les ai détestés chaque fois davantage. Car sous son amour prétendu, il y avait une accusation contre moi, elle avait décidé que je n'aurais pas supporté la vérité. Elle avait décidé que j'étais trop fragile pour connaître mon propre corps, trop faible pour affronter mon propre malheur. Alors elle m'avait protégé comme on protège un enfant, mais en réalité elle m'avait diminué, humilié, effacé. Puis venait le cœur noir de la lettre. Madeleine écrivait qu'elle voulait une famille, qu'elle voulait être mère, qu'elle voulait me voir père. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle ne voulait pas me perdre, qu'elle avait tourné des nuits entières dans la chambre en se demandant quoi faire. Et ensuite, elle avait pris une décision. Elle appelait cela une décision. Moi, j'appelle cela une trahison. Elle avait cherché à tomber enceinte en dehors de notre mariage. Elle ne donnait pas de nom, pas de lieu, pas de date précise. Elle écrivait seulement que cela s'était produit une fois au printemps 1965. Une seule fois, disait-elle, comme si le nombre pouvait adoucir la faute, comme si une seule lame dans le dos faisait moins mal qu'un couteau répété.
Je me suis levé à ce moment-là. J'ai marché jusqu'au couloir. Puis je suis revenu, j'avais la nausée. Pas une nausée du ventre, une nausée de la mémoire. Tout remontait sale. Notre lit, ses absences, ses silences, ses sourires, ses mains posées sur mon épaule pendant qu'elle portait déjà peut-être l'enfant d'un autre homme. Thomas était né le 14 janvier 1966. Je me souvenais de ce jour comme d'un jour de lumière. La maternité, les couloirs noirs blancs, Madeleine épuisée mais belle, le bébé dans ses bras. Je me souvenais de ma fierté stupide, immense. J'avais prévenu les voisins, mes collègues, ma mère. J'avais dit « c'est mon fils ». Et Madeleine m'avait regardé dire cela. Elle m'avait laissé le dire. Elle m'avait laissé distribuer des dragées, écrire le prénom de Thomas sur les faire-part, signer les papiers, embrasser ce petit front en croyant que le monde venait de me donner un miracle. Mais ce n'était pas un miracle. C'était une mise en scène. Dans la lettre, elle répétait qu'elle m'aimait. Elle y écrivait que rien, jamais n'avait été faux dans son amour. Elle disait que Thomas était devenu mon fils parce que je l'avais aimé, parce que j'étais là, parce que j'avais été le père que tout enfant mérite. Elle écrivait qu'en me voyant avec lui, dès les premiers jours, elle avait su qu'elle avait eu raison et tort en même temps. Raison et tort. Encore cette manière de mettre de la douceur autour de l'horreur. Puis elle demandait pardon. Elle reconnaissait m'avoir volé mon droit de savoir. Elle reconnaissait que c'était cruel. Elle reconnaissait qu'elle n'avait pas eu le droit. Mais elle ajoutait qu'elle n'avait pas su faire autrement. C'est là que j'ai compris quelque chose. Madeleine ne m'avait pas laissé une lettre pour me libérer. Elle m'avait laissé une prison avec des barreaux en phrases tendres. Elle était morte depuis 10 ans. Je ne pouvais plus lui crier dessus. Je ne pouvais plus exiger le nom de l'homme. Je ne pouvais plus lui demander si elle avait pensé à moi en rentrant ce jour-là, si elle avait lavé sa fée avant de se coucher à côté de moi, si elle avait fermé les yeux quand je l'avais prise dans mes bras. Elle avait choisi le moment parfait pour avouer quand elle n'aurait plus rien à répondre. J'ai relu les 3 feuilles jusqu'à ce que les mots deviennent flous. La nuit tombait dans la chambre. Je n'avais pas allumé la lumière. L'appartement était silencieux, mais ce silence n'était plus vide. Il était peuplé. Il y avait Madeleine jeune, Madeleine enceinte, Madeleine mère, Madeleine mourante. Il y avait Thomas bébé. Il y avait l'homme sans nom. Il y avait moi, au milieu, le dernier informé de ma propre vie. J'ai remis les feuilles dans l'enveloppe. Je ne les ai pas brûlées. Je ne les ai pas jetées. Je les ai rangées dans le tiroir de ma table de nuit, là où l'on garde les choses qu'on veut pouvoir toucher sans vouloir les voir. Depuis ce soir d'octobre 2022, la vérité dort à quelques centimètres de mon lit. Et chaque nuit, je dors à côté d'elle. Ce n'était plus un soupçon, ce n'était plus une erreur médicale. Ce n'était plus une peur de vieil homme. C'était écrit. Madeleine m'avait trahi. Elle avait trahi notre mariage, notre fils, notre histoire. Elle avait fabriqué une famille dans mon dos, puis elle avait laissé les années faire leur travail de ciment. Elle savait qu'avec le temps,
un mensonge cesse de ressembler à un mensonge. Il devient anniversaire, repas du dimanche, photo encadrée, prénom répété par des petits-enfants. Mais ce soir-là, en octobre 2022, j'ai compris que les morts ne partent pas toujours. Parfois, ils restent cachés net. Ils restent cachés dans une armoire. Et ils attendent que vous trouviez enfin la preuve de leur crime. Si cette histoire vous trouble, abonnez-vous et écrivez en commentaire d'où vous écoutez: Lyon, Paris, Marseille, Montréal, Bruxelles, Genève ou ailleurs. Dites-moi votre théorie. Madeleine a-t-elle laissé cette lettre par remords, par lâcheté ou pour contrôler encore la vérité même après sa mort? Si vous écoutez cette histoire depuis Lyon, Paris, Marseille, Montréal, Bruxelles, Genève ou depuis une maison où quelqu'un sourit, encore autour de la table, en portant un secret trop lourd. Écrivez votre ville en commentaire. Et dites-moi, quand une vérité peut détruire un fils, le silence est-il encore une protection ou devient-il la dernière forme de trahison? En avril 2026, j'ai 87 ans. Je vis toujours dans le même appartement de la Croix-Rousse, à Lyon. Le fauteuil n'a pas bougé. Les photos de Madeleine sont encore sur le buffet. La plus ancienne, celle de 1964, continue de sourire comme si elle ignorait tout. Mais moi, je sais désormais que ce sourire mentait déjà. Depuis octobre 2022, l'enveloppe dort dans le tiroir de ma table de nuit. 3 feuilles, 6 pages, une vie entière, condamnée par l'écriture impeccable d'une morte. Chaque soir, quand j'éteins la lampe, je sais qu'elle est là, à 30 centimètres de ma main. Plus proche de moi que Madeleine ne l'a jamais été dans les dernières années de notre mariage. J'ai parfois pensé à la déplacer, la mettre dans une boîte, dans une armoire, dans la cave ou même la brûler. Mais je ne l'ai jamais fait. On ne brûle pas une preuve quand on a passé trop d'années à vivre dans le mensonge. On la garde, on la surveille. On la déteste. Et certains soirs, on la touche du bout des doigts, comme pour vérifier que le crime n'a pas disparu. Thomas ne sait rien. C'est cette phrase qui me réveille la nuit. Thomas ne sait rien. Il a 60 ans maintenant. Il a les cheveux plus gris que les miens ne l'étaient au même âge. Il travaille encore, trop, comme moi, autrefois. Il se plaint de son dos, de ses collègues, des factures, de ses enfants, qui ne l'appellent pas ses pairs, il l'a payé. Il a cette voix fatiguée des hommes qui ont construit une vie ordinaire et qui croient qu'une vie ordinaire est une chose solide. Pauvre Thomas! Je le regarde parfois et j'ai envie de lui demander pardon pour une faute que je n'ai pas commise. Le 12 avril 2026, nous avons déjeuné tous ensemble pour mon anniversaire. Thomas avait réservé une table dans un petit restaurant près du boulevard de la Croix-Rousse. Sophie était là, élégante, un peu distante comme toujours. Lucas, l'aîné, avait 27 ans. Manon en avait 24. Le petit Adrien, qui n'était plus si petit, allait avoir 15 ans en juin et ne tenait pas en place, les genoux sous la table, le téléphone dans la main, le regard ailleurs. Ils m'ont apporté un gâteau avec 2 bougies seulement, un 8 et un 7. Tout le monde a ri. Thomas a posé sa main sur mon épaule et a dit
Allez, papa, fais un vœu. Ça fait un vœu. Papa, Le mot est entré en moi comme une lame familière. J'ai regardé la flamme, j'ai regardé Thomas. Son visage, ses yeux, sa bouche. Depuis 5 ans, je fais ce geste honteux. Je cherche ce qui vient de moi. Je cherche une preuve dans une mâchoire, une consolation dans un sourire. Mais ce jour-là, sous la lumière jaune du restaurant, j'ai cessé de chercher. Il ne me ressemble pas. Voilà la phrase que je n'avais jamais osé formuler entièrement. Il ne me ressemble pas. Et pourtant, quand il a penché la tête pour me sourire, j'ai vu mon fils. C'est cela la cruauté. Le sang dit non, la mémoire lui dit oui. Lucas m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu que oui. Adrien a soufflé une blague. Sophie a parlé d'un voyage prévu en septembre. Thomas a raconté une dispute au bureau avec un certain Marc, un homme qu'il ne supporte plus depuis janvier 2026. Les phrases passaient au-dessus de la table. Des phrases simples, familiales, inoffensives. Et moi je les écoutais comme on écoute des survivants parler au milieu des ruines sans savoir que les murs sont tombés. À un moment, Thomas a levé son verre. là, toi, papa, tu as toujours été là pour nous. Encore. Il l'a dit avec sincérité. Et c'est précisément cette sincérité qui m'a détruit. Car Madeleine ne m'avait pas seulement trompé, elle avait volé à Thomas le droit de savoir d'où il venait. Elle lui avait donné un père sans lui dire qu'un autre homme existait quelque part dans l'ombre. Elle m'avait donné un fils sans me dire qu'elle avait fabriqué cette paternité derrière mon dos. Elle avait pris nos vies comme 2 morceaux de tissu et les avait cousus ensemble avec du mensonge. Puis elle avait appelé cela de l'amour. Pendant des années, j'ai cru que j'étais la victime principale. Je me trompais. Thomas aussi avait été volé. Lui aussi était un enfant du secret. Le soir même, de retour chez moi, j'ai ouvert le tiroir, j'ai repris l'enveloppe. Le papier avait jauni au bord. Mon prénom était toujours là, écrit par la main de Madeleine. Éric, si simple, si cruel. J'ai relu certains passages, pas tout. Je les connais presque par cœur. Elle disait qu'elle avait eu peur de me briser, peur de perdre notre couple, peur de ne jamais devenir mère. Elle disait qu'elle avait agi une seule fois, une seule, comme si la trahison avait besoin de se répéter pour être immense. Elle disait que Thomas, dès sa naissance le 14 janvier 1966, avait effacé sa honte par sa beauté. Mais un enfant ne lave pas une faute. Un enfant ne transforme pas un mensonge en sacrifice. Voilà ce que je voulais lui dire à cette femme morte depuis 14 ans. Voilà ce que j'aurais crié si elle avait encore été devant moi. Tu n'as pas protégé notre famille, Madeleine, tu l'as confisquée. Tu ne m'as pas donné un fils, tu m'as donné un rôle en me bandant les yeux. Tu n'as pas sauvé mon honneur, tu l'as enterré vivant. Et pourtant, après ces accusations, je suis resté assis dans la chambre, la lettre sur les genoux, incapable de la haïr entièrement. C'est ma honte à moi. Je l'aime encore. Il y a des crimes
que l'amour ne s'est pas condamné complètement. Il tourne autour, il accuse, il pleure, il frappe contre les murs, puis il revient s'asseoir près du souvenir. Je revois Madeleine me préparer du café en décembre 1983 quand je rentrais gelé d'un chantier. Je la revois tenir ma main à l'hôpital en août 2004 après mon opération. Je la revois dormir dans le fauteuil pendant sa chimio en septembre 2012, le visage creusé, les doigts maigres, et moi qui lui remontais la couverture. Cette femme-là m'a aimé. Cette femme-là m'a détruit, ça. Les deux phrases sont vraies et c'est cela qui rend la vieillesse insupportable. On arrive à la fin et, au lieu de recevoir une réponse simple, on découvre que toute une vie peut contenir deux vérités ennemies. Depuis des mois, je me demande si je dois parler à Thomas. Je pourrais l'appeler demain, lui dire de venir seul, lui servir un café, poser l'enveloppe sur la table de la cuisine, le regarder lire, voir son visage changer, voir son enfance s'écrouler à 60 ans, le voir comprendre que sa mère, qu'il pleure encore chaque novembre, a organisé son origine dans le secret. Le voir me regarder autrement, peut-être avec pitié, peut-être avec colère, peut-être avec une distance que je ne supporterai pas. Et après, je ne connais pas le nom de l'homme. Madeleine ne l'a pas écrit. Elle a gardé jusqu'au bout cette dernière saleté pour elle seule. Même dans l'aveu, elle a choisi ce qu'elle me donnait. Même morte, et elle contrôle encore le dossier. Je pourrais dire à Thomas, tu n'es pas mon fils biologique. Et lui ne pourrait que me répondre, alors qui suis-je? Je n'aurais rien à lui offrir. Rien, sauf les ruines. Alors je me tais. Mais mon silence me condamne. Parce qu'en me taisant, je deviens l'héritier de Madeleine. Je fais exactement ce que je lui reproche. Je choisis pour Thomas. Je décide qu'il est trop fragile. Je décide que sa vie doit rester intacte, même si cette intactitude est fausse. Je protège un mensonge parce que j'ai peur des dégâts de la vérité. C'est ainsi que les secrets de famille survivent, non parce qu'ils sont justes, mais parce que ceux qui les portent sont trop lâches pour allumer la lumière. Le 20 avril 2026, Thomas m'a appelé un mercredi après-midi. Ce n'était pas son jour habituel. Il voulait simplement parler. Une journée difficile. Une dispute au travail, rien de grave. Pendant 20 minutes, j'ai écouté mon fils me raconter sa fatigue d'homme adulte et dans sa voix, j'entendais encore le lâche enfant qui m'appelait depuis son lit quand il avait peur de l'orage. À la fin, il m'a dit « Merci papa, ça me fait du bien de t'entendre. » J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas parlé. Parce qu'à cet instant, j'ai compris la vérité la plus terrible de toutes. Madeleine m'avait peut-être volé le sang, mais elle n'avait pas réussi à m'enlever Thomas. Thomas est mon fils. Pas par le corps, pas par la biologie, pas par cette science froide qui m'a condamné en février 2021. Il est mon fils parce que j'étais là. Parce que je l'ai levé quand il tombait, parce que je l'ai attendu devant l'école en septembre 1972.
parce que j'ai pleuré en silence à son mariage en mai 1992, parce que ses enfants m'appellent grand-père et que mon cœur répond avant ma raison. Mais cette vérité ne pardonne pas l'autre. Elle ne blanchit pas Madeleine. Elle ne nettoie pas le mensonge. Elle dit seulement qu'au milieu d'une trahison, quelque chose de réel a survécu. Je ne sais pas encore si je parlerai. Peut-être que je mourrai avec cette lettre dans mon tiroir. Peut-être que Thomas la trouvera après ma mort, comme j'ai trouvé celle de Madeleine. Et alors, moi aussi, je serai accusé. Moi aussi, je deviendrai une voix absente, incapable de répondre. C'est peut-être cela le dernier jugement d'une famille, non pas ce que nous avons souffert, mais ce que nous avons choisi de transmettre. Ce soir, la maison est silencieuse. La photo de Madeleine est toujours dans la salle de bain. Je la regarde longtemps. Puis je lui dis « Ah, toi, tu n'avais pas le droit !» Et pour la première fois, je n'ajoute pas que je lui pardonne. Si cette histoire vous a laissé un poids dans la poitrine, abonnez-vous et écrivez en commentaire d'où vous écoutez: Lyon, Paris, Marseille, Montréal, Bruxelles, Genève ou ailleurs où c'est. Dites-moi votre théorie. Éric doit-il révéler la vérité à Thomas avant de mourir? Ou certains secrets, une fois devenus famille, ne peuvent-ils être déterrés qu'en détruisant les vivants?